Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, nouveau numéro après cette victoire éclatante de l'OGC Nice 4 buts à 1 à Raymond Kopa contre le SCO d'Angers. Première victoire du gym version Franck Hez. Une belle victoire, des buts, des émotions, des beaux buts aussi. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas pris autant de plaisir à regarder un match du gym et une belle victoire, mais on n'a pas que ça à voir ensemble. Avant de parler du match, on va parler également du tirage de l'Europa League qui a eu lieu la semaine dernière, de la fin du mercato, des derniers départs, du dernier départ qui a eu lieu aujourd'hui et de la dernière arrivée qui ne devrait pas tarder à être officialisée. Pour en parler, on a un casting royal ce soir, puisqu'on a le retour du seigneur de l'émission, plus vieux que Dante, c'est Romain. Salut Romain, comment ça va? Bah ça va, hein, ça va. Très content de revenir. Par contre, tu as oublié de dire à tous ceux qui vont nous écouter et nous regarder surtout que toi, tu es à Los Angeles actuellement et que actuellement il est 10 heures du matin et c'est pour ça que t'as pas pu te coiffer. Tu viens juste de te lever. Donc il fallait quand même que tout le monde soit au courant que tu es en plein décalage horaire pour toi. Voilà. Mais sinon, ça va très bien. Merci. From LA, tout à fait. Mm. Également présent pour sa première de l'émission, de la saison, c'est Vincent alias Bertigno. Comment ça va Vincent? Bah ça va aussi, hein, tranquille. Une bonne victoire. Bon, la fin des vacances pour moi, mais bon, c'est pas grave, on a gagné, donc ça compense. Effectivement, bonne rentrée à toutes et tous, si vous êtes lycéen, étudiant, salarié, patron, que sais-je. Bonne reprise à tous fans du gym et autres. Messieurs, on va commencer dans l'ordre chronologique. Tirage au sort de l'Europa League. Alors, nouvelle formule. Maintenant, eh bien, 8 matchs, 2 matchs supplémentaires par rapport à ce qu'on a pu connaître. 36 équipes, une poule de 36 équipes. Les 8 premières équipes sont qualifiées à l'issue des 8 matchs pour un huitième de finale. Ensuite, la 9e équipe jusqu'à la 24e se retrouve dans un barrage. 9e contre 24e, 10e contre 23e, 11e contre 22e, et ainsi de suite. Une sorte de 16e de finale pour ensuite déterminer les 8e. Dans ce cadre-là, le gym recevra les équipes suivantes, les Rangers, la Sociedad, Bodo Glimt, le FC Twente, et ira à Rome pour défier la Lazio pour la revanche de la saison 2017-2018. Fenerbahçe à Budapest, l'Union Saint-Gilloise et Elfsborg en Suède. 8 équipes, 8 matchs, le retour de l'Europa League, un gros calendrier qui nous attend. Romain, alors sans, on va dire, demander une expertise sur toutes les équipes, comment tu le sens le Je pourrais tirage? pas te faire. C'est vrai que de ce qu'on a pu lire, est-ce que c'est pour toi un tirage qui est abordable slash un peu favorable? Ouais, de là à dire favorable, je pense pas, parce que on connaît les équipes françaises en Coupe d'Europe et puis on se connaît aussi. Mais par contre, après, c'est vrai que sur le papier, il aurait pu avoir pire. Moi, je pense que finir, enfin se qualifier pour les 16e, pour les barrages, quoi, je pense que c'est totalement jouable. Moi, le seul petit regret que j'ai, c'est que on tombe pas contre une grosse équipe à l'extérieur. Mais sinon, non, voilà, enfin, pas plus peur que ça au niveau du tirage. Je pense qu'il y a largement la place. Vincent, pour toi, le gros morceau, Sociedad, dans ce groupe-là? Ouais, je pense. C'est la seule équipe qui va être pour moi un gros challenge à battre, on va dire. Les autres équipes, pour moi, ça peut être à notre portée. Après, voilà, la Coupe d'Europe, on sait c'est toujours compliqué. Il y aura des adversaires qui, je pense, c'est un peu homogène, je trouve, en termes de niveau, globalement, pour suivre trois quatre équipes de près dans ceux qu'on va affronter. Donc voilà, on a nos cartes à jouer, ça j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il faudra qu'on ait la bonne mentalité, qu'on ait le bon niveau de fraîcheur physique aussi. Et puis je pense que voilà, on peut être dans les 24 sans trop de problèmes. Dans les 8 premiers, je pense pas. Mais voilà, si on peut accrocher entre la 15e et la 10e, on prend. Il y avait un algorithme, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux, qui disait que à- avec 3 victoires et un match nul, on pouvait se qualifier. Ça nous ferait 10 points, si je calcule bien.
Romain, pour toi, c'est jouable et puis aussi, est-ce que tu vas te faire des matchs un peu de Coupe d'Europe cette saison? Alors déjà, pour répondre à la première question, je pense que les 10 points, c'est plus que jouable. Parce qu'après, hormis la Sociedad à domicile, je pense qu'il y a quand même la place. Euh, et même à l'extérieur, t'as des points à aller gratter à droite et à gauche. Donc je pense que pour moi, ouais, les 10 points, c'est largement faisable. Et match de Coupe d'Europe, à domicile, oui, je les fais tous. Et après, à l'extérieur, franchement, moi, j'aurais rêvé des Rangers. À l'extérieur. Aller, ouais, aller là-bas. United, normal, Tottenham, tu vois, des clubs comme ça. Après, là, que ça soit à Rome, ça me dit rien. Enfin, il n'y a pas de... Même à la Sociedad, hein, franchement, j'y serais allé, je pense. Mais après, le reste, ouais, tu peux aller en Suède et tout, ça peut être sympa. Mais voilà, juste pour y aller pour le match, c'est pas non plus la folie, quoi. Moins À la limite, 25, moins tu prends 30 en Suède. janvier, hein, quand même, en Suède, hein. Ouais, voilà. Donc, à la limite, tu te prends un petit Airbnb, un petit chocolat chaud après le match, quoi. Mais, euh, mais sinon, non, ouais, à domicile, je les fais tous. Et après, on attendra les 16e pour aller vadrouiller. Vincent, un 16e ou un 8e contre Manchester, est-ce que c'est ce que le peuple attend finalement? Peut-être, hein, en termes de scénario, d'entertainment, c'est ce qu'on attend tous. Ce serait très marrant d'avoir cette confrontation, mais bon, déjà qu'on se qualifie et après on verra ensuite. Ouais, effectivement. Et puis, bah, pour préparer cette Coupe d'Europe, bah, il faut des joueurs. Il a fallu un mercato. Ce mercato a été long. Pour le coup, ça a été annoncé dès le départ avec la conférence de presse. Il me semble que c'était pour Tanguy Ndombele. Florent Maurice l'avait dit, il avait précisé, ça allait être long. Ça l'a été. On va faire un bilan global de ce mercato avec les arrivées. Moïse Bombito, Mohamed Abdelmenem, Tanguy Ndombele, Jonathan Klaus, Youssoufa Moukoko. Et donc, on y viendra tout à l'heure, Ali Abdi, latéral gauche du Stade Malherbe de Caen, qui ne devrait pas tarder à être officialisé soit dès ce soir, soit demain. Et les départs, JC Dodibo, Kefren Turam, Aliou Baldé en prêt avec option d'achat, Amraoui en prêt, Viti en prêt avec option d'achat, et donc Jordan Lotomba. Il y a eu également des prolongations, Rakpo, Guessant, Mendy, premier contrat pour Isiaga, Camara, et enfin, tout récemment, aujourd'hui, Melvin Barr qui prolonge de 2 saisons supplémentaires. On a verrouillé des joueurs, des jeunes joueurs, des joueurs, on va dire, cadres comme Melvin Barr. On a recruté pour remplacer des partants. Romain, ce mercato, je vais te demander ce que tu en penses, en commençant peut-être par une note. Si tu devais la noter sur 10, tu mettrais combien à toutes ces opérations faites là, sur ces 3 mois de mercato? Moi, moi, je vais être sympa, là. 8 sur 10, moi. Parce que je kiffe le mercato, en fait. Il y a tous les joueurs qu'ils ont pris. Moi, à Marseille, je l'ai toujours dit, le seul joueur que j'aurais pris, c'était Klose, mais sans penser qu'un jour on allait le faire, quoi. Mais c'est toujours un joueur que j'ai beaucoup aimé. Ndombele, j'étais sceptique. Je le suis toujours un petit peu, parce qu'on va voir maintenant comment il fait sa saison complète. Mais en tout cas, je suis impressionné par son début de saison. Et après, le reste, j'aime bien. T'as un Canadien qui sort un peu de nulle part, un Égyptien, donc qui a fait ses preuves dans son championnat et plus que ses preuves. Et on le voit par rapport aux réseaux sociaux et le nombre de personnes qui le suivent. Donc je pense que c'est pas non plus n'importe quoi. Voilà, moi je trouve que ce mercato, Moukoko après pour les joueurs de Football Manager, comme tu disais, je crois que c'est toi qui le disais avec le type. Mais pour les joueurs de Football Manager, c'est un monstre. Mais après, j'aime bien, tu vois, ce profil un peu. Certes, c'est un pari parce que si les deux centraux, c'est des burnes, franchement, on va se ramasser. Mais je pense que on a été intelligent. On a doublé là où il fallait. Euh, Après, voilà, si au moins un des deux centraux arrive au niveau qu'on espère nous et que le club espère aussi, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Et même en termes de profondeur d'effectif, moi j'en vois beaucoup critiquer. Bah écoute, moi
J'aime bien, tu vois, on perd Boudaoui, si Sanson il arrive à se remettre, mine de rien, tu remplaces un Boudaoui par un Sanson, tu vois. Donc moi, je sais pas, j'ai kiffé le mercato et d'ailleurs, t'as oublié Sanson. Ouais, Euh, Sanson, effectivement. ouais, L'option d'achat levée en ouais. toute fin de saison, effectivement, d'une valeur de 4 à 5 millions d'euros qui, je pense, dans le bilan comptable, apparaît comme étant une opération sur cet été-là. Mm. Vincent, toi, ta note sur ce mercato global. Ouais, je veux dire 7,5 sur 10. Dans l'ensemble, c'est satisfaisant, je trouve, parce que les départs ont été remplacés. Voilà, tu signes deux défenseurs centraux. Tu as Klose qui va amener de l'expérience et surtout un profil que S connaît parfaitement. Donc ça, c'est très très positif. Ndombele, c'est un petit peu un pari. Pour le moment, ça semble positif. Donc là-dessus, rien à dire non plus. Puis devant, voilà, tu recrutes Moukoko. Alors là aussi, c'est un petit pari sur l'aspect physique surtout, parce qu'il a eu du mal à enchaîner ces derniers temps. Mais on connaît le talent du joueur, donc on va espérer que ça fonctionne ici. Moi, si j'ai un petit regret, j'ai envie de dire, c'est que sur les défenseurs centraux, j'aurais aimé quand même une pointure. Euh, Là, tu prends Bombito et Abdelmonem, c'est des joueurs qui ont des qualités, ça fait aucun doute. Tu sens que la cellule de recrutement, elle a bossé. Euh, Maintenant, j'aurais quand même aimé, tu vois, un joueur qui a un peu plus de bouteilles, d'expérience en Ligue 1, ou en tout cas dans un Maxence championnat. Lacroix, par exemple. Ouais, voilà. Alors après, la difficulté, c'est que sans grands moyens, c'est compliqué à faire venir ce genre de joueur. Mais ça m'aurait un peu plus rassuré parce que là, au final, tu pars quand même avec une charnière centrale toute neuve où tu as très peu de garanties dans une année où tu vas jouer l'Europe. Donc voilà, il y a juste ça où j'aurais aimé un petit peu plus. Et après, il y a Mike Trésor. Ça s'est pas fait, mais c'est pas forcément notre faute, visiblement. J'aurais beaucoup aimé, mais ça arrivera peut-être en janvier, on va espérer. En tout cas, le mercato, moi, je le trouve vraiment positif parce qu'avec peu de moyens, tu réussis à faire quelque chose de cohérent et tu dépenses pas trop, donc tu prends pas trop de risques non plus sur tes investissements. Moi, ça me paraît cohérent et dans la continuité. Maintenant, c'est le terrain qui va parler, donc on va attendre et on va espérer du positif. J'aimerais aussi Et avoir. surtout, Ouais, vas-y, Romain. pardon, surtout, pour une fois, il semblerait qu'on soit quand même adapté à la philosophie de jeu du coach, quoi. Ouais, aussi. Voilà. Donc, c'est assez rare pour le souligner, parce que d'habitude, on prend toujours à l'opposé. Mais là, en prenant un Klose, même le joueur de camp qui est apparemment très offensif, et lui, on sait que il aime les latéraux très offensifs. Un Ndombele qui peut varier enfin, faire vraiment le box-to-box, à l'aise techniquement, qui peut être là à la dernière passe, à la finition. Devant, bon, bah, Mofi se pète, bah, on lui prend quand même Moukoko, un mec qui peut prendre la profondeur, et t'as un Guessant à côté qui est plus là en point d'appui. Enfin bref, moi, je trouve que c'est cohérent dans tout ça. Après, certes, il y a des paris, mais en tout cas, le mercato, sur le papier, il est cohérent par rapport à ce que veut mettre en place Eze. Voilà. Et ça, c'est important. On n'en a pas encore parlé ensemble et j'aimerais bien avoir votre avis un peu sur le dossier Youssoupha Moukoko. On sait qu'il y avait eu des rumeurs insistantes venant de Neil Maupay notamment qui forçaient limite un retour dans son club de cœur. Finalement, il n'en est rien puisque le joueur a signé. Alors, c'est important de le rappeler aussi parce que il signe à Marseille sous la forme d'une obligation d'achat avec un contrat de 4 ans à la clé. Donc, est-ce que c'est ça que j'ai vu, il me semble, hein, Romain, non? Je te Et vois. ouais. Ouais, ouais, moi, c'est juste que j'avais un moustique sur Ouais, le ouais, front. non, mais C'est pour parce ça que j'ai que fait ça. je me dis, enfin, là, je suis un peu orienté quand je dis ça, je me dis si c'était les mêmes conditions qu'il attendait du côté de Nice, en attendant peut-être un contrat aussi long à la clé, je me dis que quelque part, ça donne quelque peu la raison au move de Moukoko en prenant en fait le joueur sur une année, en le tentant et puis en voyant si il explose à Nice, quoi, tu vois. Est-ce que Mopé, bon, bah, tu le signes 4 ans, tu prends un joueur aguerri, mais c'est quoi quelque part ta motivation derrière? Alors que tu prends normalement Moukoko, c'est pour combler les absences de l'abord des Mofi, quoi. Ouais, puis il y a autre chose qui rentre en compte, c'est aussi que son club voulait une obligation d'achat. Et ça, on n'était pas prêt à mettre cette obligation d'achat-là au montant demandé. Donc, Moukoko, c'est une option d'achat. Donc, en soi, tu vois, si la saison, elle se passe pas bien, si t'es pas européen en mai, bon, bah, tu seras pas en obligation de lever une option d'achat pour un joueur qui t'a pas convaincu à 100%. Là, Mopé,
il vient, tout le monde est content parce que c'est un peu l'enfant de la maison, mais au final, tu sais pas sur le terrain ce que ça va donner, t'as pas la garantie que ça fonctionne à 100%. Si en fin de saison, tu dois sortir 4-5 millions plus un gros salaire pour lui, bah, c'est un petit peu difficile. Donc moi, je comprends le choix. Et en fait, si c'est pas possible financièrement, il faut pas forcer les choses, quoi. Alors moi, le dossier, je le connais par cœur de Mopé et je vais dire tout simplement pourquoi. Parce que, en fait, moi, je connais très bien une personne qui s'occupe de ses intérêts à Nice et avec qui il est très proche. Et donc, pareil pour Amavi, pareil pour... Enfin voilà, il est très proche dans le milieu du football. Et du coup, en fait, Mofi se pète. Et ce mec, donc qui s'occupe des intérêts de Mopé, des intérêts, hein, c'est pas son agent. Il s'occupe juste des intérêts de Mopé. Il appelle Mopé et il lui envoie un texto. Enfin bref, il lui envoie un vocal et il lui dit ouais, putain, comment il l'appelle? Je me rappelle plus. Bon, enfin bon, ils ont un petit surnom. Et en gros, il lui dit ouais, alors le retour à la maison ou pas? Et lui dit, mais attends, moi, tu me dis retour à la maison, mais je signe de suite et tout. Je suis même prêt à baisser mon salaire, il n'y a aucun problème. Dis-toi que ce mec, il a fait des pieds et des mains pour que les recruteurs de Nice, Recordier, je dis on a, parce que même moi, j'ai essayé d'avoir des numéros de téléphone. On a tout tenté pour que, en fait, le club s'intéresse à Mopé et qu'il prenne direct contact avec son agent, parce que lui s'occupe de ses intérêts, mais il n'est pas agent, donc il ne peut pas prendre contact avec le club pour Nîmes Mopé sans la présence de son agent. Et donc il fallait qu'il y ait un appel du pied du club. L'appel du pied, il vient pas. Mathieu au téléphone dit non, non, mais on peut pas le faire. Il y a plus d'argent, il y a pas d'argent dans le club. On peut pas. Et puis, je te dis franchement, Mofi s'est pété. Si demain on doit faire un offensif, c'est quelqu'un qui est plus dans les standards d'un Mofi, avec les qualités d'un Mofi, donc rapide, etc., que qu'un Mopé, quoi. Donc Mopé, il n'a pas du tout le même truc. Par contre, il lui dit, par contre, si la board s'était pété, c'était avant qu'il se pète, hein, la board. Si la board s'était pétée à la place de Mofi, là, il n'y aurait pas eu de débat, on en aurait discuté. Entre-temps, Marseille entre dans la danse pour Mopé et la board se pète. D'accord? Donc, Mopé qui dit, moi, je vais attendre jusqu'au bout. Je vais attendre jusqu'au bout. Peut-être que je vais avoir un appel du pied de l'OGC Nice, etc. J'attends. Et il fait traîner avec Marseille, il fait traîner, il fait traîner, il fait traîner. Nice, donc la board se pète. L'agent de Mopé, cette fois, prend contact avec Nice. Et ils disent, bon, bah voilà, on a appris, enfin, on sait que la board s'est pétée. Il y a Mopé disponible, est-ce qu'il y a moyen? Et en fait, Nice a dit, non, franchement, on n'a pas d'argent, on peut pas le faire. Bon, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et là, parce que là, vous allez voir que tout correspond, hein. Et là, donc, il y a Moukoko, voilà, rumeur de transfert, Moukoko, et Moukoko qui signe peut-être 1 ou 2 jours après. On apprend qu'ils prennent en charge 500 000, 500 000, peut-être qu'apparemment il a un peu baissé son salaire, ça on ne sait pas, mais bon, ils prennent en charge une Ouais, en grosse tout cas, partie du il était salaire. entre 500 et 600 000 euros du côté de Dortmund. Je Voilà, pense c'est ça. dans les 400, ouais. Ouais, voilà, donc bon, les sous, il y en avait. Mopé est demandé 150 000. Voilà, c'est pour la petite histoire. Et donc, Mopé, son agent, ils apprennent ça dans la presse. Il faut savoir que il y a une option d'achat de 17 ou 18 millions, mais sous sein privé, si Moukoko joue la moitié des matchs avec l'OGC Nice, il signera obligatoirement à l'OGC Nice. Ouais, donc C'est une c'est pas une clause sous option sein d'achat. privé qui a été. Bah, là, dans les textes, c'est une option d'achat, mais les clauses sous sein privé, on sait que bon, c'est un peu de la merde, quoi. Mais quand même, elle a le mérite d'exister. Et il y a sur Moukoko une clause sous sein privé, comme quoi, s'il joue la moitié des matchs, l'option d'achat sera automatiquement levée en fin de saison. Et donc, bah, Mopé, bah, dégoûté, parce que en gros, on lui dit que ouais, il y a plus d'argent, il y a plus d'argent, et on voit que bah, il apprend que Nice va prendre en charge une grosse partie du salaire de Moukoko, patati patata. En gros, ils l'ont fait pas miroiter, parce qu'ils lui ont dit au tout début clairement que c'est pas le profil recherché, mais après on lui a pas dit clairement. Et c'est pour ça que quand Nice fait Moukoko, Mopé il officialise Marseille peut-être 1 ou 2 jours après. Mais en fait, Mopé, il a attendu jusqu'à la fin du mercato
Que Nice, qu'il y a un truc qui se décante avec l'OGC Nice. Et il n'y a jamais rien qui s'est décanté. Donc voilà pour la petite histoire de Mopé. Et certes, moi j'ai un peu les boules, tu vois, mais après, il faut pas lui en vouloir parce que vraiment, vraiment, et c'est véridique et c'est pas des on-dit par rapport à quelqu'un que je connais, que ma grand-mère connaît du supermarché, quoi. Enfin, j'ai tout vu, j'ai entendu, enfin voilà, j'étais vraiment pas au cœur du truc, j'étais jamais au cœur du truc, mais franchement, j'étais très proche du dossier. Et vraiment, à la base, Mopé voulait revenir et c'était pas son premier choix à Marseille. Et même lui, il a dit, mais tu te rends compte, j'ai que Marseille sous la main, donc je peux aller que là-bas. Mais moi, ce que j'ai envie quand même, c'est de revenir sur Nice, quoi. J'ai pas envie qu'on m'insulte toutes les 5 minutes. C'est ce qui va se Et donc, passer. du coup, ouais, certainement, hein, parce qu'en plus, lui, dans sa communication, il a toujours été un peu comme ça, un peu trash et tout. Mais après, je veux dire, c'est son boulot, c'est un joueur de foot. Balotelli l'avait très bien dit à l'époque. Il avait dit, les supporters, ok, je les comprends, mais moi, après, c'est mon travail, quoi. Donc, au bout d'un moment, il peut pas rester à Everton encore une saison, faire une saison blanche, attendre la fin de son contrat, sans jouer, etc. Là, on lui propose 4 ans. D'après moi, il doit bien, bien toucher à Marseille. Il a 28 ans, hein, il a 28 ans, et fin de son contrat, il aura 32. C'est un de ses derniers gros contrats. Et bon, donc tu peux pas non plus lui en vouloir. Et vraiment, il a fait des pieds et des mains pour revenir. Et lui, si ça s'est décanté avec Marseille aussi tardivement, c'est pas ce qu'il attendait, une issue positive avec Nice, quoi. Vincent, tu penses quoi de tout ça? Parce que bon, il y a des voix qui se sont élevées pour condamner un peu le choix de Mopé, d'autres qui voulaient absolument le voir revenir. Et puis finalement, on voit que Moukoko arrive, on se dit que la compatibilité tactique, elle est peut-être plus intéressante par rapport au fait qu'il remplace dans le profil Interem Mofi. Ouais, c'est quoi ton ressenti par rapport on va dire à ce dossier qui fait miroiter aussi euh, comment dire, un fossé un peu entre les supporters et le club dont on parle depuis plusieurs années, aussi la question de l'identité, toutes ces choses-là. Moi, c'est vrai que j'étais pas spécialement pour un retour de Mopé tactiquement parlant par rapport à ce qu'il pouvait apporter, mais le côté émotion, tu vois, le côté Hmm. émotion de se dire que il peut nous claquer ces quelques buts et puis tu sais que derrière il va enflammer la pop, quoi. Donc j'étais un peu tiraillé, quoi, par rapport à ce dossier-là. Toi, tu te situes comment, en fait? Mais moi, je suis très froid, dans le sens où John Mopé, je lui en veux pas, hein. Enfin, qu'il aille à Marseille, c'est pas grave, c'est sa carrière, son choix, comme l'a dit Romain. Bah, voilà, il y a des choix de carrière, des gros contrats qui se présentent face à lui. Bah, il a raison d'y aller. Et en fait, je vais pas lui en vouloir pour ça, même s'il est niçois et qu'il aime le club. Donc déjà ça, mais après moi je l'ai dit sur Twitter au niveau du profil, quand il y a eu la rumeur qui est sortie et qu'on a appris que lui était prêt à venir, j'étais pas convaincu par le profil parce que pour moi c'est pas le profil d'attaquant qui est polyvalent, qui convient forcément à ce que met en place Franck Hez. Donc là-dessus j'avais des choix. Alors tu vois quand on me dit que c'est pour remplacer la board, là je te dis oui parce que là on a un profil un peu plus proche. Mais c'est vrai que pour remplacer Mofi, bah, Moukoko, c'est un petit peu plus semblable. Donc bon, après là, Romain, tu nous as appris quelques petits détails en plus. Donc forcément, ça, c'est des choses qu'on savait pas au moment où c'est sorti. Financièrement, bah, s'il y avait la possibilité de le faire au moment où la board s'est pétée, bon, bah, ça aurait pu le faire aussi. Moi, Moukoko, je suis pas 100% convaincu non plus, hein. Le profil convient, mais c'est pas pour moi un joueur qui représente beaucoup de garanties. Donc, non, en soi, pour moi, voilà, si je me détache du côté supporter, bah, je l'ai dit, je ne serais pas allé sur Mopé parce que le profil me paraissait pas compatible à 100%. Maintenant, oui, si tu es supporter, tu as envie de vivre des émotions. Quand tu as un gamin de la maison qui revient, bah, tu as toujours envie de voir ce que ça peut donner. Mais voilà, moi, j'essaie toujours d'être très froid dans l'analyse et si je suis froid, bah, pour moi, le club a fait le bon choix, on va dire, en termes de profil. Ce Si qui je est, parle uniquement. ce qui est peut-être un peu malhonnête, c'est le- l'excuse avancée de la dimension financière, qui n'en était pas une, puisque derrière, si tu prends un Moukoko et que tu le payes plus cher que si tu prenais un Mopé, bon,
Derrière. C'est ça, C'est ça. et ça, franchement, il a un peu en travers. Et ça, c'est compréhensible. Parce qu'à la limite, s'ils étaient restés sur la même ligne de conduite en disant, ouais, bon, certes, la board s'est pété, mais Mofi aussi s'est pété, on a Guessant, et nous, il nous faut un profil de profondeur, un attaquant de profondeur qui attaque les espaces et tout, et ce qui est clairement pas Mopé. Mais je pense que s'il lui avait dit directement ça, oh putain, il y a un moustique, hein, t'as vu? Et s'il lui avait dit clairement cet argument, s'il avait posé cet argument sur la table, bah voilà, après ça se comprend. Hein, après tu colles pas un certain profil, bon bah voilà, basta. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il l'avait un peu en travers. Mais voilà, faut pas lui, enfin, voilà, faut pas en tenir rigueur. De toute manière, après, je pense qu'avec Moukoko, on n'a pas non plus sorti un attaquant de national qui a planté Mm. 10 buts l'année dernière, quoi. On est quand même sur, à la base, une vraie pépite du football européen. Après, à savoir maintenant le résultat, mais on n'est pas non plus démunis, quoi. Ouais, effectivement. Et puis donc le dernier mouvement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le départ de Jordan Lotomba qui est resté 1 an de contrat. Départ programmé, j'ai envie de dire, depuis plusieurs mercatos. Finalement, un point de chute assez intéressant du côté de Feyenoord aux Pays-Bas. Votre avis, peut-être, messieurs, rapidement, sur le passage de Jordan Lotomba à l'OGC Nice, arrivé, il me semble, à l'été 2000. 21, non? Oh non, non, non. 18, hein? 18 ou Non. 19? Non, non. Et pas avant 20, ça c'est sûr. Pas avant Moi, je 20? pense que c'est 20. Moi, je pense qu'il a fait 4 ans. Il a fait. Putain, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est chez nous, hein. Non, le Moi, mercato moi, Le 2019, ressenti, c'était le le ressenti Dolberg. est- et ouais, donc c'est le mercato après Dolberg. C'est 2020, je pense. été 2020, donc 20-21, 4 ans. 21-22, 22-23, 23-24. 4 ans. 4 saisons pleines. Qu'est-ce que vous retenez de Jordan Lotomba à l'OGC Nice? Bah, Une demi-saison avec Digard. ouais, voilà, c'est ça, hein. Moi, pour moi, c'est une période où il a flambé, voilà, 6 mois avec Digard où ça marchait super bien. Derrière, il y a eu des performances irrégulières, un petit plafond de verre qu'il n'a jamais réussi à casser. Donc, non, c'est un latéral très correct de Ligue 1, mais qui a jamais été non plus exceptionnel sur la durée, dans la continuité. Donc, il a toujours été remis en question à chaque début de saison, en fait, hein, depuis qu'il est ici. C'est un débat qui revient souvent. Donc, bon, il a quand même tenu son rôle, il a fait ses matchs, il a fait quelques belles performances, donc on va le remercier pour ça. Mais voilà, c'est un départ qui était logique, comme tu l'as dit, c'était attendu. Content pour lui de la destination, parce que c'est quand même un club et un championnat où il peut s'amuser. Donc, on va lui souhaiter, mais ouais, logique, rien à redire de plus. Ouais, bah tout est dit. Hein. Après, Lotomba, c'est Lotomba, quoi. Et il a même perdu son statut d'international, hein, au final. Parce que je Puis crois il a qu'il eu a quand plus même été rappelé. de nombreuses occasions de se rendre indispensable dans le 11. Ah bah, Mm. tu te rends Il compte a que devant eu lui, il y quand avait même, enfin je Attal. veux dire, devant lui, il Donc, avait quand même forcément, un il y avait des top blessures. latéral droit, bon, malheureusement pas assez fiable physiquement. Je veux dire, c'est pas comme si on lui avait pas donné sa chance. Je pense qu'il a joué quasiment une centaine de matchs chez nous. Ah oui, Euh, je pense. Ouais. je retiens effectivement, alors vous parlez de 6 mois, je vais être un peu. C'est pas 6 mois, hein. Il fait 3 3 mois. mois, 3 mois de haut niveau, au même titre Mm. que l'équipe. Ensuite, il se blesse, et voilà. Et finalement, il fait partie de joueurs. Il me fait un peu penser à Claude Maurice, si vous voulez. Des joueurs qui sont là depuis un certain temps. Bon, Claude Maurice est parti, mais dont on parle 3 mois, en fait. Claude Maurice sous Urca, Lutomba sous Mm. Digard. Ah, c'est bon au bout d'un moment. Ah non, mais Tu passes derrière Ricardo Pereira d'Albert, même s'il a fait qu'une seule saison. Je veux dire, au bout d'un moment, bah, Jonathan Klaus, avec tout ce qu'on peut penser de lui, bah, moi je suis désolé. En l'espace de 2 matchs et demi, il a plus fait que Lutomba en 4 ans. Quoi. Donc, ah non, non, mais non, mais après Lotomba, pour moi, soit ce changement de club, ça va lui faire du bien et il va peut-être trouver un championnat où il va pouvoir un peu mieux s'exprimer ou je sais pas, mais pour moi, il y a aucun regret, même pour lui, fallait qu'il parte. Il a stagné à Nice, un truc de fou. Pour moi, il y a eu aucune évolution positive. Tu le prends au début où il est venu chez nous.
tu montres ces derniers matchs, pour moi, c'est le même. C'est le même. Il n'y a pas eu une évolution par rapport à son style de jeu, son défensivement, offensivement. Il a toujours été neutre. Enfin, voilà, il est c'est un encéphalogramme plat. Voilà, il y a aucune évolution pour moi. Donc départ de Lotomba, je crois que le montant du transfert n'a pas filtré. Curieux de savoir Non. exactement combien il a été vendu, Euh, hein. si si t'en prends Ouais, trois, c'est beau. Bah, ouais, sur c'est une ce que j'allais dernière année de dire. contrat, franchement, oui, Ah effectivement, bah il oui, c'est pour ça, faudra pas hein. espérer plus. Et on parle, alors ça, à l'heure actuelle, le 2 septembre à quasiment 20h, son remplaçant semblerait être Ali Abdi, latéral gauche tunisien de 30 ans qui joue au Stade Malherbe de Caen, qui a été sur les 2 années précédentes dans l'équipe type de la Ligue 2. Il y aura un numéro de présentation du joueur comme on l'a fait pendant toute la période du mercato pour apprendre à le connaître. Euh, il viendrait donc dans un rôle de doublure et surtout dans un profil plus offensif que ne l'est Melvin Barr. Euh, Vincent, tu te questionnais sur la gestion des pistons gauche sur Twitter. Tu penses quoi de cette arrivée de Ali Abdi à l'OGC Nice? Bah, déjà, je sais pas pour quel montant il vient. Ça, c'est l'inconnu. J'ai vu personne en parler, donc bah, j'aimerais bien savoir quand même, parce qu'on parle d'un mercato, on avait peu de moyens. Donc, mettre un gros billet sur un latéral gauche de 30 ans qui a connu que la Ligue 2 pour être une doublure. Bon, j'espère que ce sera pas le cas. Mais au-delà de ça, moi, le joueur, je le connais très peu. J'ai dû le voir jouer une fois ou deux maximum. Bon. Donc je vais pas être capable d'en dire plus, mais en tout cas, oui, on avait besoin d'un piston gauche, mais pour moi, c'était surtout dans le cas où Brahimi partait. Aujourd'hui, Brahimi est toujours là. Alors, qu'est-ce que Abdi va apporter en plus de Brahimi? Est-ce qu'il va apporter vraiment beaucoup plus? Là, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de tripler un poste et que bah, tu le fais avec un joueur voilà, qui n'a pas eu d'expérience au très très haut niveau, même s'il a 30 ans. Bien qu'il ait des performances bonnes en Ligue 2, qu'il ait été dans les équipes types, etc. Donc c'est quand même bon, un gage de confiance, on va dire, mais je m'interroge parce que la stratégie, pour moi, je sais pas si c'est la bonne d'investir à ce poste-là, sur un joueur de cet âge-là. J'aurais plutôt misé sur un joueur un peu plus jeune que tu dois développer, que tu dois faire grandir, on va dire. Donc ouais, je m'interroge là-dessus maintenant. J'ai quand même hâte de découvrir ce qu'il peut nous apporter, un petit peu quel niveau il a et surtout, bah, visiblement, c'est un profil plus offensif que Barre, donc ça peut un petit peu booster ce côté gauche et faire une belle doublette avec Boga. Mais ouais, je m'interroge voilà, sur l'ensemble du deal au niveau financier, au niveau stratégie sportif sur les 2-3 prochaines saisons à ce poste. Donc voilà. Romain, c'est questionnant ce deal lorsque tu sais que Brahimi a été justement façonné à ce poste-là sur toute la préparation, que tu avais la possibilité de lever l'option d'achat de Romain Perrault à un moment donné en Non, fin. non, tu pouvais pas. Il voulait pas rester. Non, il voulait pas lui. Hum. Ouais, après, si Hez arrivait dans un espace-temps peut-être plus proche, est-ce qu'il. Tu vois, Ouais, enfin, je me dis, ah, dans les qualités, c'est clairement un joueur qui aurait pu on est s'exprimer, hein. d'accord. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Mais lui, sa décision, elle a été prise assez rapidement, comme quoi, quoi qu'il se passe, il referait pas, enfin, il viendrait pas. Il signerait pas à Nice. Donc après, pour répondre à ta question, alors moi, moi, j'ai envie de dire que je m'interroge pas forcément parce que Ez, il voulait un ailier gauche pour remplacer Boga. Bah, tu vas avoir Brahimi. Et parce que Brahimi, moi, je l'ai vu à Auxerre, hein, il était en face de moi. Il s'est fait mais détruire par Joly, le latéral droit de Auxerre pendant toute une mi-temps. Et donc, je pense que ouais, il aurait pu jouer le pompier de service à remplacer Barre de temps en temps comme ça en latéral. Mais je pense que Ez, il a quand même voulu un spécialiste du poste. Aujourd'hui, je pense que un latéral gauche dans notre budget, etc., ça court pas les rues. Donc, je pense que c'était une bonne opportunité. Maintenant, à savoir ce qu'il vaut, j'en sais rien, mais il a l'air très offensif vu qu'il fait quand même pas 2 saisons d'affilée, mais
2 saisons à 9 buts dans les 3-4 dernières saisons. Et après, voilà. Et puis Brahimi qui va jouer la doublure de Boga. Moi, je le vois comme ça parce que, d'après moi, Buonanni et Diop vont être utilisés, mais dans le système qu'on a vu ce week-end, plus en 10, en phase offensive. Et c'est pour ça que Diop, d'après moi, il veut pas du tout l'installer ailier gauche. Dans ma, dans mon esprit, en tout cas. Après, tu as le positionnement, on y viendra avec ballon et sans ballon. Parce que Ouais, non, mais c'est pour ça, sur le mais match, tu as vraiment cette ligne de 4 hmm, avec Shaw qui joue limite milieu droit et de l'autre côté, tu avais Bonani milieu gauche. hmm. On y Ouais, ce que je reviendra, te dis, mais mais phase offensive, il voulait vraiment que Buonanni soit derrière les deux attaquants. hmm, Et je pense que à terme, enfin à terme, je pense que Diop, quand il jouera, ce sera plus derrière les deux attaquants. hmm. Moi, je pense. Il aura deux schémas de jeu qui se ressemblent, hein, mais c'est surtout deux animations offensives, on va dire, différentes, avec deux ailiers et après avec plus axial, avec un 10 et deux attaquants. Voilà, je pense que et c'est pour ça parce que tout le monde se posait la question et moi le premier se disait mais attends la doubleur de Boga c'est Diop, mais d'après moi il veut pas du tout l'utiliser en tant qu'ailier gauche, quoi, je pense. Alors on va y venir hein, parce qu'on va aussi parler football et victoire et revenir sur ce beau succès 4-1 de l'OGC Nice à Raymond Kopa contre le SCO. Les buteurs, hein, vous les connaissez, un doublé de Guessant, un but de Hichem Boudaoui, un but de Youssouf Ndai Chimi qui fêtait son retour dans le 11 titulaire. Aussi, on en reparlera. Messieurs, quel plaisir en fait de voir du football, de voir des buts, de voir un schéma de jeu un peu plus débridé, des actions. J'ai pas vu les stats globales du match, mais on a tiré sans doute bien 17-18 fois au but, cadré Ouais, c'est ça, je pense. bien la moitié des tirs. Vincent, ouais, quel est ton ressenti un peu sur cette victoire? On l'avait bien senti, on va pas se le cacher, hein, preuve à l'appui par message. Mais elle fait du bien déjà cette victoire pour débloquer un peu le compteur, mais surtout, il y avait du jeu, il y a eu des buts. Et honnêtement, sur la physionomie du match, si tu gagnes 7-1, 8-1 même, en fait, c'est pas volé. Ouais, ouais, bah déjà la victoire elle fait du bien parce que elle arrive avant la trêve et surtout un match face à l'OM qui s'annonce quand même un petit peu délicat. Donc ça c'est le premier point positif. Maintenant j'ai beaucoup aimé l'attitude moi surtout en première mi-temps. Je trouve qu'on était vraiment présent au pressing, entreprenant avec ballon. J'ai senti des joueurs assez libérés à l'image de Ndombele, Boudaoui. Offensivement, il y avait du mouvement, il y a eu beaucoup d'actions. Alors oui, il y a eu des ratés, notamment Shaw qui en vendange l'une ou deux, mais c'était très positif. Et comme tu dis, bah, je pense qu'à la mi-temps, on peut revenir avec 4-0 pour nous, il n'y a pas scandale du tout. Maintenant, il y a eu ce trou d'air en début de deuxième mi-temps, quand même, où là, je comprends pas pourquoi on baisse le pied et on met plus d'impact, d'intensité. On perd un petit peu le fil jusqu'à ce penalty, ce carton rouge où là je me suis vraiment inquiété. Je pensais qu'on allait totalement sombrer derrière. Au final, non, on a montré du caractère et grâce à Boga et une jolie percée, bon bah tu renverses, tu mets le 3-1, tu les tues mentalement dans la tête. Là, ça fait très mal à ce moment-là du match. Derrière, on finit le match tranquillement. Donc non, c'est très positif, surtout le j'ai trouvé presque tout le monde au niveau, en fait. Il y a personne qui était franchement un tour en dessous, à part peut-être Shaw devant la cage, mais à part ça, voilà, Youssouf très solide. Bombito, bon, hormis son carton rouge, c'est plutôt pas mal, même si c'est encore approximatif, tu sens qu'il a besoin de trouver des automatismes. Milieu de terrain parfait, hein, la doublette Ndombele Boudaoui, rien à dire hein, au niveau de l'abattage, qualité technique, il y avait tout. Et offensivement, voilà, j'ai bien aimé Guessant parce qu'il est très disponible. Il est très aussi, comment dire, dans l'effort. Il fait énormément d'efforts pour les autres, pour lui-même aussi. Donc, ouais, on a des profils sympas, on est une équipe sympa. Quand ça joue comme ça, c'est agréable, surtout après une saison où on n'a pas trop pris le plaisir devant la télé, on va dire. Donc là, ouais, je On suis s'est fait content de chier la même, vie. hein. Hein. On s'est fait chier même, hein.
Oh oui, oui, on peut le dire, Ouais, ouais. c'était long, quoi. Donc là, non, c'est positif. Franchement, hormis la blessure de Boudaoui, il n'y a eu que des choses positives quasiment sur ce match. On va retenir ça et se projeter avec ça dans le bagage pour aborder la suite. Romain, adieu le Farioli Euh, Ball, bonjour le oh S-Ball. putain. Ouais, mais adieu Farioli Ball, adieu Favre deuxième acte Ball. Enfin bref, adieu beaucoup de bol là. Mais non, non, franchement, ça fait plaisir. Tu vois, attends, la première mi-temps qu'on a vue, bon, même si l'opposition, peut-être qu'elle était faiblarde, hein, mais l'année dernière, comme je disais, tu joues quand même contre Clermont à domicile, où normalement ils doivent te poutrer, quoi. Et pourtant, Clermont, l'année dernière, c'était pas non plus deux fois plus fort qu'Angers, hein. Donc, enfin, moi, je pense qu'il faut pas minimiser quand même la performance. Que aujourd'hui, on a une équipe qui a fait une première mi-temps vraiment, mais super intéressante. Le premier but, il vient que Klose, il récupère non, le deuxième but, pardon. Klose, il récupère le ballon, il est derrière son attaquant, il se projette, il anticipe la passe, il passe devant son attaquant. Enfin, voilà, t'as mis un pressing de fou pendant, pendant une mi-temps entière. Puis Donc l'action, moi, elle est, j'ai Romain, l'action, beaucoup. elle est surtout enjolivée par Ah ce que bah oui, fait par Ndombele, Ndombele, parce que au-delà de la bien sûr. conduite, il est quand même ultra imprévisible, quoi. Il arrive à se faire cette passe qui crée un décalage, et derrière, Boudaoui, d'une manière chanceuse aussi, arrive à marquer. Du moins, ça compense sa première occasion ratée, quoi, en première mi-temps. Non, mais bien sûr. Et moi, ça, il y a pas de souci. L'action est magnifique. Mais moi, d'un point de vue collectif, j'ai trouvé qu'on les avait mais asphyxiés, quoi, Mm. pendant 35-40 minutes. Après, on a eu 5 petites minutes où ils ont une occasion, Angers. Mais pendant 35-40 minutes, on les a asphyxiés. On a vu des occasions ça partait de partout. Ça allait de partout. Donc, franchement, j'ai aimé. J'ai aimé les initiatives aussi de Buonanni, même si bon, c'était mais j'ai bien aimé ces initiatives, j'ai bien aimé une passe qu'il a faite aussi en profondeur. Enfin, je trouve que dans le jeu, il y a beaucoup de joueurs qui ont été plus qu'au niveau et ça fait plaisir de retrouver ce foot. Et en deuxième mi-temps, par contre, ouais, ce fameux trou d'air, mais comme on va dire, on se fout de ma gueule là. Mais le trou d'air, comme la plupart des équipes de Ligue 1 qu'on voit, que ça soit Marseille. Marseille, à chaque fois, ils ont quand même un bon trou d'air aussi. C'est énergivore, quoi. Et re-rentrer en deuxième mi-temps avec la même intensité que ce que tu as fini ou ce que tu as mis en première mi-temps, je peux comprendre aussi que ça doit être difficile, surtout qu'Angers, ils sortaient d'une belle occasion pour revenir à 2-1. Donc l'entraîneur, il a dû aussi les chauffer. Ils sont à domicile. Bah voilà, quoi. Tu donnes tout. T'es chez toi, tu donnes tout, tu peux revenir à 2-1. Bah voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et peut-être que nous, on était un peu sur le reculoir. Mais bon, la force de caractère qu'on a eu à 10 contre 11, l'année dernière, tu voyais pas ça, hein. Je suis Mm. désolé. Et et cette mentalité et cet état d'esprit, bah franchement, j'ai kiffé, quoi. Voilà, et tu vois Boga qui rentre, il te fait du Boga, mais quand ça joue rapidement vers l'avant, et que t'es pas obligé de retourner à l'arrière, de derrière et passer par Dante parce qu'il était numéro 10 l'année dernière. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple et le football, c'est beaucoup plus plaisant à voir quand bah, tu as un jeu débridé. Et tu sais qu'on va parler de la défense, mais pour moi aussi, il faut pas qu'on oublie que ça fait quelques années où on est meilleure défense du championnat. On a l'habitude d'avoir un bloc bien en place, où il y a des animations offensives, mais qui sont vachement structurées. Et là, c'est un jeu débridé. Donc certes, on a l'impression que oui, des fois, on est mis à mal par une contre-attaque, par une perte de balle, etc. Mais il faut voir que c'est le jeu aussi qui veut ça. Et bah, on n'a pas l'habitude. Pardon. À Nice, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et, et je pense que bah faut s'habituer. Pardon, j'ai un chat. Euh, ouais, justement, enfin, Vincent, bon, Romain a dit beaucoup de choses. Euh, ce style de jeu-là, alors on va rester sur les points positifs. Il a mentionné le match de Badreddine Buonanni, c'était un peu la demi-surprise sur cette composition-là, avec la titularisation de Youssouf N'Daïchimi qui avait joué 5-6 minutes contre Toulouse. On voit aussi ce creux physique
qui intervient à des moments, principalement en seconde mi-temps, aux alentours de l'heure de jeu là. Euh, Par rapport à Buonanni, déjà, tu as pensé quoi de son match? Parce que. Ouais, tu as pensé quoi de son match globalement, sans vouloir t'orienter par rapport à ce que je pense? Bah, en soi, positif, dans le sens où ce que j'ai aimé, c'est qu'il a montré de la personnalité, il n'a pas hésité à prendre sa chance, à essayer de créer des choses. Maintenant, voilà, c'est encore irrégulier, c'est pas constant sur 60 minutes ou 90 minutes, parce qu'il est encore jeune, parce qu'il fait pas toujours les bons choix, des fois il a tendance à trop garder quand faut donner, parfois à trop se précipiter ou pas s'orienter dans le bon sens. Maintenant, pour moi, c'est un joueur que tu dois vraiment développer, sur qui tu dois t'appuyer parce qu'il a du talent, ça c'est indéniable. Et hier, il a fait quand même un match, un des matchs les plus positifs depuis les dernières apparitions qu'il a fait. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, quoi, hein. Si je devais donner une note sur 10, tu vois, je mettrais entre 5 et 6. Il aurait peut-être manqué d'être voilà, un petit peu plus juste dans le dernier geste ou la dernière passe ou la dernière frappe, mais globalement intéressant. Ouais, effectivement, trois occasions nettes, notamment cette troisième frappe cadrée et arrêtée par le portier angevin. En fait, moi, c'est pas tant le côté apport offensif où je trouve il a été vraiment sur la tangente. C'est plutôt l'attitude sans ballon et le côté un peu, euh, c'est dur mais feignant. C'est-à-dire se faire mal, quoi. Avoir la niaque. Je sais pas, je connais pas le rendu télé sur le match d'hier. Romain, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que justement, le système est tel que à chaque fois, tu as besoin de faire un effort pour venir compenser et quelque part prendre des risques. Ça implique derrière de se replacer rapidement. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Buonanni, autant offensivement que défensivement, si tu as récupéré ta voix? Ouais, normalement, ça devrait aller. Mais quand même, une petite toux pour vraiment éclaircir la voix et vraiment avoir voilà, un son propre et fiable. Euh, non, ce que j'ai pensé de Buonanni, bah, en fait, déjà, tu sais, enfin, moi, j'en connais pas beaucoup des meneurs de jeu techniques, etc., qui font réellement des grosses chevauchées pour défendre, etc. Donc déjà, c'est le premier point. Mais lui, bon, il est jeune, il a tout à prouver, donc on est d'accord qu'il devrait il devrait faire plus d'efforts défensifs. Mais après, je trouve qu'il amène quand même cette touche technique qu'on attend depuis quelques saisons aussi au milieu de terrain où tu sais que le mec, il peut prendre le ballon de haut but, se retourner, en éliminer un et faire la passe qu'il faut. Moi, le plus gros problème que je lui trouve à Buonanni, c'est comme face à Auxerre, c'est que parfois, il oublie. Il oublie, et un peu comme Guessant, hein. Des fois, ils veulent, je sais pas, ils veulent trouver la solution tout seul ou, je sais pas. Et ils ont, je sais pas, Buonanni, putain, il a de l'or dans les pattes et il pourrait t'amener cette dernière passe, faire un crochet, une passe. Il l'a fait une fois. La passe a été dans le bon tempo, elle était difficile à faire, mais il l'a réussi. Enfin, tu vois. Après, sur les efforts défensifs, moi, des joueurs comme ça, euh, je sais pas, j'ai du mal à orienter mon avis parce que pour moi, quand tu as des mecs qui sont censés t'amener cette technique au milieu de terrain, euh, à fluidifier le jeu, etc., je leur en veux pas, tu vois. Comme à l'époque Ben Arfa, il faisait aucun effort défensif. Attention, je compare pas les deux, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ils ont un petit truc en plus. Et j'aimerais que Buonanni, il développe ce petit truc en plus. Et tu verras que Diop, peut-être qu'il fera un peu plus d'efforts, mais si vraiment il a installé dans le cœur du jeu et que ses blessures le laissent un peu tranquille, tu verras qu'il peut faire mais un bien mais immense, immense. Et voilà, moi en tout cas, je sens vraiment bien et j'ai vraiment Romain? Ah, conscience de certaines choses, Ah. mais au-delà de l'apport défensif, mais à plus être clairvoyant dans le jeu. Ah, tu m'entends plus? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Ah voilà. On va parler également de Youssouf, premier buteur, deuxième but, je crois, sous le maillot de l'OGC Nice. Buteur sur corner, tiré par Jonathan Klaus. Il a commencé axe droit suite à l'expulsion de Moïse Bombito et repassé dans l'axe, si je ne dis pas de bêtises.
Vincent, est-ce que finalement ce retour dans le 11, ce retour du soldat Youssouf ne vient pas à point nommé finalement et est-ce que tu as trouvé qu'il a apporté un peu plus d'équilibre dans cette charnière à 3? Ouais, plus d'équilibre parce que Bombito est encore un petit peu. Il a un manque de repères au niveau tactique, au niveau de la gestion de ses sorties sur le porteur. C'est pas encore 100% au point. Antoine Mendy, pareil, même si c'est un joueur qui a du talent, je pense, et qu'il va falloir compter sur lui. Mais pareil, c'est peut-être pas encore prêt pour être fiable à 100%. Donc là, Youssouf, ouais, il est arrivé, il a fait un très bon match hier. J'ai trouvé vraiment impliqué, avec une très bonne mentalité, agressif sur le porteur. Même avec ballon, il a été capable de faire quelques bons décalages, quelques belles passes, bien senties. Donc ouais, un match solide hein, dans le duel et surtout, on l'a senti appliqué dans la couverture de Klose. Et ça, c'est un facteur clé parce qu'on a vu que sur les premiers matchs, le danger venait souvent de là côté niçois. Donc voilà, c'est bien. Je trouve qu'il sécurise un peu ce poste et je pense que S va l'installer ici pour la saison en espérant que physiquement ça tienne le coup et qu'il continue sur la lancée de ce match-là. Donc positif là aussi, un bon point marqué après tout ce qu'on a entendu sur lui ces dernières semaines, c'est bien et ça rassure. On reste sur la partie défensive. Vincent, tu peux garder la main. On a vu pas mal d'actions, on a vu pas mal de situations, on a vu un football offensif, ouvert. Mais une constante quand même, c'est que eh bien, cette prise de risque qu'on a offensivement implique d'être par moments un peu désordonné dans l'animation défensive, et notamment sur les transitions défensives, à savoir le replacement d'un bloc équipe en phase défensive. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que hier, bon, on était très contents, mais j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer le match au Vélodrome dans 15 jours en me disant, s'il y a ces trous béants et cet écart entre le milieu de terrain et la défense, les joueurs offensifs olympiens vont se régaler. Et on sait aussi que Hez parle beaucoup de travail autour de l'animation défensive, même plus que l'animation offensive, j'ai l'impression, sur les dernières semaines. Qu'est-ce que vous en avez pensé et est-ce que vous considérez que Nice est au point là-dessus aujourd'hui? Je pense qu'on n'est pas au point, pas en tout cas à 100% parce que toutes les situations dangereuses viennent de là. Sur attaque placée, on subit rien de particulier. Mais sur les transitions défensives, comme tu dis, on laisse trop d'espace en fait. Après, c'est le style de Hez qui implique cet espace-là parce que comme tu cherches la verticalité, tu as un bloc qui est très distendu dans la longueur et dans la largeur. Maintenant, je pense quand même que les milieux, ils sont un petit peu trop feu follet dans leur déplacement, que ça laisse quand même trop d'espace dans l'entrejeu et que ça se replie pas assez vite. Ndombele, Boudaoui, ça court beaucoup, mais pas forcément dans les bonnes zones et ça gagnerait à avoir un peu plus de maîtrise et de contrôle dans le placement. Et défensivement, bah, tu sens qu'il n'y a pas non plus encore les automatismes dans la charnière centrale. Il y a parfois trop d'espace ou un défenseur qui va monter à contre-temps et donc ouvrir une porte. Là aussi, je pense qu'il y a un travail à aller chercher. Donc, c'est là l'enjeu avant de jouer l'OM et ça va être le gros test pour cet aspect-là du jeu. Donc, hâte d'y être et on verra si on a progressé. Romain, ton ressenti par rapport à l'animation défensive de manière générale et à la prestation des trois de derrière, des quatre même, je dirais, avec la rentrée de Abdelmenem. Bah, après, si ça avait été parfait, ça aurait été quand même fou, quoi. Parce que tu as un Youssouf qui avait plus joué depuis je sais plus combien de mois, qui a fait toute la saison l'année dernière en 6, bon, même s'il redescendait derrière avec le fameux jeu de Farioli, mais bon. Et après, tu as quand même un bon Bito qui était en MLS et qui vient juste d'arriver, un Abdel Monem là, qui arrive à peine. Donc forcément, il y a des automatismes à créer et une façon de jouer à... Ben voilà. Ah putain, quel connasse cette chaîne. Et une façon de jouer aussi à assimiler pour les défenseurs. Maintenant, moi, je trouve que enfin, moi, je me fais pas tant de soucis que ça contre Marseille parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que Marseille aussi, hein, s'ils se découvrent, ils sont morts.
Donc, je veux bien qu'on voit par rapport à nous, mais je pense que Hez, après, il va adapter aussi son type de jeu. Là, on a joué contre Angers. Il sait que c'est une équipe qui est quand même plus faible que nous sur le papier. Donc, aller les agresser haut sur le terrain, bah, pour les faire déjouer, bon, voilà, c'est peut-être plus facile que quand on va tomber contre Marseille. Donc, peut-être qu'il y a son style de jeu aussi qui va être adapté par rapport à l'équipe. Et après, il y aura quand même 2 semaines où les mecs vont pouvoir un peu trouver des automatismes. Moi, ça me fait pas plus peur que ça, au contraire. Moi, je pense qu'on peut leur faire très mal. On peut leur faire vraiment très, très mal. Mais après, je suis d'accord aussi avec Berti sur le fait que les deux milieux, des fois, c'est un peu des feux follets, quoi. Ne serait-ce que contre Toulouse, après le but, ça se voyait à 10 000 qu'on allait s'en manger un, parce qu'il y avait un trou mais monumental entre l'attaque et le milieu. Donc, je sais pas, après, peut-être que ST, il va peut-être nous sortir un milieu, si Sanson, il est là. Rosario, Sanson, Ndombele, tu vois, un peu plus défensif, mais avec ce Ndombele qui prend la profondeur, qui arrive à choper cette profondeur, enfin, tu vois. Donc, moi, non, je me fais vraiment pas de soucis contre Marseille. Et je pense que ça va être vraiment un match ouvert et plutôt très plaisant à voir. D'ailleurs, j'ai ma place, hein, donc j'y vais. Donc, mais j'ai vraiment hâte d'y être, en tout cas. T'as parlé, Vincent, enfin Romain plutôt, du milieu de terrain. Alors voilà, Tanguy Ndombele, Hichem Boudaoui, une paire qui a plutôt bien fonctionné. Un emballement mesuré, puisque bah, Hichem Boudaoui s'étant blessé, eh bien, pour les prochaines semaines, nous rappelle que malgré le joueur talentueux que c'est, eh bien, voilà, il a des capacités physiques qui lui sont propres et voilà, une fiabilité physique encore à chercher. Dommage, justement, à 15 jours du match contre Marseille au Vélodrome. Romain, tu vois quelle association au milieu de terrain, sachant que tu n'es pas sûr de récupérer Sanson. Tu as un Boudaoui blessé, donc d'opérationnel. Tu as un Ndombele, Rosario et éventuellement le jeune Camara. Tu penses que ça va être comment finalement? Est-ce que S Ah va bah, renforcer le milieu de terrain? Enfin voilà, c'est un peu un sujet ah délicat, bah, mais tu le vois comment? pour moi, il y a zéro, si Sanson n'est pas remis, il y a zéro débat, hein. Ce sera Rosario Ndombele. Je vois pas Hez mettre au Vélodrome le petit jeune, à moins que le petit jeune soit vraiment monstrueux. Mais non, moi je vois l'association Rosario avec Ndombele. Et derrière, de toute manière, il l'a dit en conférence de presse, il veut l'installer au poste en défense centrale, Youssouf. Donc je le vois pas déjà qu'il va manquer Bombito. Je sais pas, je le vois pas trop changer par rapport à sa ligne défensive. Maintenant, j'espère que Sanson ouais, il va se remettre, quoi. Et parce que, en tout cas, il ferait du bien pour Marseille, quoi. Vincent, ton ressenti un peu sur le match du milieu de terrain et la doublette Ndombele-Boudaoui d'hier après-midi. Bon, la blessure de Boudaoui fait chier celle-là encore une fois, mais qui est malheureusement constante et qui fait oublier le joueur talentueux que c'est, tant ces blessures sont récurrentes. Et deuxième question, tu vois quelle association pour le match au Vélodrome? Ouais, bah déjà, les deux milieux de terrain, ils ont été bons, je trouve, en tout cas avec ballon. Techniquement, ça a amené beaucoup. Il y a eu de la créativité, il y a eu de la projection, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Et Ndombele, il a cette faculté à sortir sous pression, donc ça, c'est très intéressant et c'est un profil qu'on n'avait pas les années précédentes. Donc ça, c'est très positif. Après, voilà, sans ballon, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme Romain l'a dit aussi, c'est encore perfectible parce que c'est trop feu follet et voilà, ça se disperse un petit peu trop. Donc voilà, la bonne base, elle est là. Maintenant, Boudaoui blessé, bon, bah, forcément, il va falloir s'adapter. Je sais pas si Sanson reviendra, mais comme l'a dit Romain, je pense qu'il y aura pas, s'il est pas là, il y aura pas trop d'autre choix que de mettre Rosario parce que Camara, ça me paraît beaucoup trop juste pour débuter face à l'OM. Mais voilà, en tout cas, c'est bien d'avoir déjà Ndombele à ce niveau-là. Boudaoui qui a fait un bon début de saison, on espère qu'il reviendra rapidement au niveau qu'il nous a montré sur les premiers matchs. Donc ouais,
c'est un facteur très important, je trouve, pour Eze, parce que le milieu de terrain, bon, c'est un double pivot, mais ça va être à la base de tout, en fait, dans les prochaines semaines pour nous. Donc voilà, on va espérer qu'Ndombele garde ce niveau-là, que Sanson ou Rosario prennent le relais efficacement, et puis ça va le faire. On va passer à la ligne offensive avec forcément un homme à hauteur d'un doublé, son premier en Ligue 1. Evan Guessant, un but du droit et un but du gauche. Un Mohamed Ali Chaud peut-être un peu moins en vue que sur ses deux premiers matchs. Un Buonani, on en a parlé, qui a tenté, qui n'a pas tout réussi, mais qui est plutôt dans une phase, on va dire, positive de son développement. Et puis Jérémy Boga qui a fêté son retour de blessure avec un exploit individuel assez dingue pour faciliter le match de l'OGC Nice en amenant ce troisième but. On va peut-être parler de l'un des hommes forts de ce match-là, qui n'a pas tout réussi sur la première mi-temps. On lui a reproché et on lui reproche souvent de ne pas être assez tueur. Je parle bien sûr de Guessant, Romain. Mais finalement, eh bien, le geste de grande classe qu'il a eu sur son deuxième but, eh bien, est-ce que c'est pas ça que Guessant doit aller chercher? J'ai parlé en off un peu de simplicité, c'est peut-être pas le mot, mais d'efficacité. À savoir des fois de ne pas chercher la Hmm. dernière passe ou l'exploit individuel, parce qu'on sait qu'il a des facilités balle au pied à passer l'épaule et à faire les différences. Mais des fois, finalement, est-ce que il n'aurait pas intérêt à être plus buteur que créateur d'occasion, tu vois? Ah, mais totalement. En première mi-temps, certes, après, il pèse hein, sur une défense, il y a aucun souci là-dessus, mais faut qu'il se simplifie la tâche. J'ai en tête un 3 contre 2, je crois, où il essaye de passer tout seul, alors qu'il avait juste à la décaler sur la droite pour essayer d'engager une action plus que sympa, ou sinon, tu vois, des fois, il fait un contrôle de trop au lieu de vouloir chercher la frappe. Enfin, il devrait chercher la frappe au lieu de vouloir toujours trouver la meilleure des positions. Et en deuxième mi-temps, fatalité, une action où tu te dis, bah, lui, jamais ne va tirer. Il te fait un enchaînement, vraiment un super enchaînement. Et c'est ça qu'on lui demande. C'est voilà, ce côté imprévisible. Il a les qualités techniques, comme tu dis. Il a cette facilité à passer l'épaule devant l'adversaire. En plus, il est dur à bouger. Il est rapide. Euh, mais voilà, ce côté-là imprévisible à haranguer le défenseur et puis après contrôle du droit, frappe du gauche, bah voilà, on lui demande ça. On sait très bien que ça va pas rentrer à tous les matchs, mais en tout cas, euh, rien que le fait de tenter ce geste, déjà, ça montre qu'il a une certaine confiance et, et en plus, bah voilà, ça a bonifié son match. Mais en première mi-temps, putain, il y a des actions où ouais, ça m'a rendu fou quoi. Mais comme tu dis, il faudrait qu'il cherche des fois un peu à simplifier son jeu et pas tout le temps vouloir y aller tout seul et à créer la différence tout seul. Parce que cette année, à côté de lui, bah, il y a quand même des joueurs de ballon et il faut qu'il en profite, quoi. Vincent, ton ressenti un peu sur le match de Guessant et sur, on va dire, la ligne d'attaque de manière générale? Ouais, Guessant, un match intéressant par sa capacité à créer des occasions, à se projeter, à peser sur la défense par ses mouvements aussi. Donc ça, j'ai bien aimé. Maintenant, comme l'a dit Romain, il manque cette spontanéité, cette facilité à déclencher vite et pas toujours chercher à s'enfermer, à faire la touche de trop. C'est ça qui doit travailler, mais en tout cas, ce match d'hier est positif, donc ça c'est bien. Shaw, je l'ai trouvé remuant, mais pas en réussite dans ses choix, que ce soit devant le but ou même dans ses dribbles ou passes. Il y a peu de différences qui ont été faites hier. Donc non, un match intéressant du duo offensif, on va dire, parce que mine de rien, je trouve que c'est des profils un peu complémentaires, Guessant et Shaw, ou Guessant et Moukoko après, quand ce dernier jouera. Mais voilà, surtout Guessant qui a fait un bon match, qui récompense un petit peu les efforts qu'il a fait et de ne rien lâcher surtout. Donc on va espérer qu'il continue comme ça et que les autres autour de lui puissent en profiter aussi. Messieurs, pour terminer, on va désigner chacun notre MVP de la rencontre. Pas évident, sachant que vous connaissez un peu la particularité, hein, vous devez en citer un
Enfin, on doit en citer un différent chacun de nous trois. Donc, puisque c'est mon émission, je vais m'octroyer le droit de donner le mien. Et puis pour être cohérent par rapport au ressenti stade et après, et même en parlant avec vous, pour moi, Youssouf, parce que déjà titulaire et parce que j'ai trouvé l'assise défensive beaucoup plus sereine avec Youssouf dans la défense à 3, que ce soit axe droit ou dans l'axe, à la sortie sur carton rouge de Bombito. Et même pour en avoir parlé un peu avec toi, Vincent, avant la mission, pour moi, la transition, elle va se faire d'une manière douce avec Dante, mais je vois bien dans quelques semaines, dans quelques mois, un Youssouf dans l'axe, un Abdelmenem axe gauche et un Bombito axe droit pour venir progressivement accompagner Dante. Alors certains vont dire, ouais, tu fais une fixette sur Dante. Non, je dis simplement que Dante a 41 ans et que au bout d'un moment, ça ne représente plus le futur de l'OGC Nice. Et regardez également le but pris menant au penalty. Ça, c'est autre chose. Mais bon, au bout d'un moment, faut être factuel sur ce qu'il s'est passé. Donc pour moi, Youssouf, en plus buteur, forcément, grosse tête. Ouais. Et plus body language aussi sur toute la rencontre. Surtout après le carton rouge. Romain, tu l'as dit. L'année dernière, où il n'y a pas si longtemps que ça, on se serait totalement démobilisé après le carton rouge, parce que Angers revient quand même à 2-1. Et puis non, en fait, on a été solide, on a été confiant, et on a même piqué sur des situations de transition. Donc, Youssouf. Alors moi, je vais faire le deuxième parce que c'est moi le plus vieux. Euh, Moi, je vais dire Ndombele parce que ouais, je suis un enculé. Et parce que j'ai trouvé que ça soit défensivement, et en plus j'ai vu la stat, je crois qu'il récupère 8 ballons. Euh, Défensivement, offensivement, je l'ai trouvé vraiment présent de partout. Et c'est le monsieur plus de ce début de saison. Et voilà, je souhaite qu'une chose, c'est apparemment il y a eu une annonce. Je crois que Adli là ou Ali, je sais plus qui, il a signé. Mais voilà, je pense que ça va être un élément fort s'il continue comme ça du 11 de Hayes. Et, et, et je suis d'accord avec toi sur Dante. Et hier, je l'ai vu louper une passe que je voyais pas tout le temps. Voilà. Non, Effectivement, je confirme avant de te donner la parole, Vincent, Ali c'est- Abdi et Niçois, voilà. En cours d'émission, ça pop. Donc, je le répète, il y aura un numéro de présentation très rapidement pour venir nous parler du latéral gauche tunisien. Vincent, je te laisse la parole. Bon, vous m'avez volé les deux que je voulais dire, mais c'est pas grave. Moi, je vais partir sur Boudaoui, hein. J'ai hésité avec Guessant, mais Boudaoui, ouais, le match qui nous fait intéressant dans l'abattage, dans la qualité de projection, qualité de passe aussi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment en confiance, intéressant et proactif. Autant par le passé, sur des saisons, on l'a trouvé un peu limité. Il ne faisait pas trop de différence à la passe avec ballon dans ses courses. Là, j'aime bien parce qu'il a pris ses responsabilités, il n'a pas hésité à aller de l'avant, à amener du surnom. Donc, bon, c'est positif. Et bien sûr, comme c'est positif, il se blesse. Mais bon, c'est pas grave. C'était un bon match, un bon début de saison. On espère qu'il reviendra fort. Et j'ai bien aimé son match. Je te questionne sur Boudaoui, toi avec ton œil avisé de tacticien. À la première relance, tu avais donc les trois derrière, tu avais Boudaoui seul au milieu, et ensuite tu avais une ligne composée de Klos, tu avais sur la même ligne quasiment Buanani, Shaw, Ndombele, Bar, Guessant devant. Euh, alors, ça a fonctionné. Est-ce que justement, enfin moi comment je l'ai interprété, tu vas me dire ce que tu en as pensé, et Romain aussi.
Il y avait donc double option au moins d'avoir cette relance courte et de trouver des circuits de passe faciles avec Boudaoui, mais surtout il y avait cette volonté peut-être de viser les seconds ballons avec un jeu long. Enfin, comment est-ce que tu expliques ce positionnement qui a eu lieu surtout en première mi-temps? Bah, je pense qu'il s'explique déjà par la faculté que Boudaoui peut avoir à orienter le jeu depuis assez bas. On l'a vu quand il était sous Digard en position de 6, c'était là où il était le plus intéressant parce que il savait orienter et se rendre disponible. Et aussi, par ce placement-là, il se mettait comme un point de fixation pour la défense adverse. En fait, il venait fixer le bloc adverse et ça ouvrait surtout les espaces pour du coup Buonanni et Ndombele. Donc en fait, il a servi un peu de joker dans l'entrejeu, j'ai envie de dire. Tu sacrifies un peu à la relance. En fait, soit tu le mets là et l'équipe adverse vient pas le presser et du coup il est assez libre pour orienter depuis derrière. Soit l'équipe vient le bloquer et dans ce cas-là, ça te libère Ndombele et Buonanni un peu plus haut. Donc le pari, il était là, il a été gagnant. Et en plus, tu profites de sa capacité à faire les efforts et les essuie-glaces. Ce qui fait que dès que la relance est faite, bah, lui, il sait se projeter, il sait bouger et se mettre en mouvement pour se démarquer. Donc ça a bien marché hier et voilà, ça va nous manquer par contre parce que je pense pas que grand monde d'autre au milieu soit capable de faire ça. Anto te répondrait Reda Belayan, mais Il n'est plus là. voilà, il n'est plus à l'OGC Nice. Messieurs, merci Vincent pour cet œil d'expert. Un grand merci pour votre venue dans l'émission. Je précise que il y aura rapidement un numéro sur Ali Abdi, je l'ai déjà dit, mais il y aura également une émission spéciale, un peu hors série, qui aura lieu ce week-end avec Anto, que vous connaissez des émissions également Math. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Et je vous remercie Vincent et Romain pour votre venue dans le Club Pantio. On se retrouve très rapidement. L'émission, elle sera publiée sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Je vous dis à très vite. Issa Nissa et la Bayeta. Oui, c'est ça.